En ce qui concerne la deuxième partie de mon intervention, elle porte sur la dimension judiciaire de la famille. La dimension judiciaire de la famille, c'est quoi? Maintenant qu'on sait très bien que le droit de la famille est réglementé dans le Code civil, certaines disciplines voisines, il va falloir, si jamais il y a un litige qui se pose, de saisir un juge. Il y a une pluralité de juges, il y a une pluralité, une diversité des principes qui réglementent la vie en société et qui sont en lien avec la famille. On va passer en revue, donc je vais essayer de faire un rappel notionnel pour que vous puissiez vous situer sur ce plan-là. Et puis je vais essayer de voir le rapport entre la famille et les juridictions de l'ordre civil, le rapport entre la famille et les juridictions mixtes, et le rapport entre la famille et le tribunal correctionnel. Le terme judiciaire signifie tout simplement tout ce qui a un lien avec la justice. C'est la mise en application des textes par les magistrats, c'est le travail qui se fait par les auxiliaires de justice, à savoir les avocats, les huissiers de justice, les notaires. Tous ces gens se servent de cette matière, à savoir les codes, les articles, pour pouvoir apporter des réponses à des problèmes du quotidien. Le pouvoir judiciaire, je pense que c'est le troisième pouvoir constitutif. Il y a trois pouvoirs essentiels dans chaque organisation étatique, à savoir le pouvoir législatif, c'est-à-dire celui qui dicte les règles qui s'appliquent en société, le pouvoir exécutif, celui qui les met en exécution, et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est celui qui a compétence pour contrôler l'application de ces règles. Il est caractérisé par deux choses, l'indépendance et l'impartialité. L'ordre judiciaire, c'est l'ensemble des juridictions qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Et ces juridictions sont de différentes natures. Il y a des juridictions commerciales, des juridictions civiles, des juridictions pénales. Et au sein de ces deux grandes catégories, il y a des subdivisions que je ne vais pas non plus également relater dans ce cadre-là. Il y a un principe fondamental en la matière, à savoir le principe du double degré de juridiction. C'est-à-dire que quand vous saisissez un juge une première fois, vous avez, si vous n'êtes pas satisfait de la décision, la possibilité de saisir un autre juge dans le cadre de l'appel pour revoir la décision qui a été prononcée dans un premier temps. Et si jamais on n'est pas content aussi de cette décision, on peut aller devant la Cour de cassation, sauf que la Cour de cassation ne statue jamais sur le droit, sur le fond du litige. Elle ne fait que contrôler le travail effectué par le juge auparavant, savoir s'il a respecté ou pas les décisions. Après, il y a une autre définition, celle qui concerne la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est en lien avec la nature du litige, c'est-à-dire que vous avez un problème familial, vous allez vous diriger devant le juge de la famille. Si vous avez un problème commercial, forcément c'est le juge commercial qui statue. C'est ce qu'on appelle la compétence matérielle. La compétence territoriale, c'est celle qui est en lien avec la répartition géographique. Vous habitez à Perpignan, vous avez un problème, vous allez saisir le juge perpignanien, vous n'allez pas aller saisir un autre juge. Sauf si, par exemple, vous êtes de Perpignan et vous avez conclu un contrat à Nîmes, à ce moment-là, c'est bien évidemment le lieu de conclusion de contrat qui compte, à savoir Nîmes. Le premier juge concerné par la famille est le juge aux affaires familiales. C'est un juge spécialisé, mais qui ne traite que des questions en lien avec la famille. Il statue d'abord sur ce qu'on appelle les unions de droit. Les unions de droit, c'est celles qui découlent forcément du mariage. Il faut un acte établi préalablement. Et si jamais on souhaite saisir ce juge pour divorcer, il a compétence pour trancher ce litige. Dans les unions de droit, il y a deux nuances à faire. Il y a le premier cas qui concerne le relâchement de l'union de droit,
et c'est un cas qui est très fréquent. Le relâchement, c'est quoi? Si on a la situation la plus simple, un couple marié, sauf que leur relation est arrivée à bout de souffle. Ils ne souhaitent pas en fait divorcer, ils peuvent demander au juge de prononcer ce qu'on appelle la séparation de corps. C'est-à-dire que le contrat existera toujours, mais il n'y aura plus de vie commune. Ils seront séparés totalement, mais le contrat persistera. Cette situation génère un certain nombre de conséquences que j'ai listées. Le mariage subsiste sans vie commune. La séparation des biens est prononcée par le juge, appartenant à chacun des deux. Le devoir de fidélité et l'obligation de secours persistera également. L'épouse peut parfaitement conserver l'usage du nom de son époux. Elle peut, comme son mari, prétendre à l'héritage. Et par la suite, si jamais on veut mettre fin, si jamais il y a une reprise de la vie commune, on va se retrouver dans la situation de départ, à savoir celle du mariage. L'autre cas qui concerne le juge aux affaires familiales, c'est celui de l'extinction de l'union de droit. C'est en gros, pour résumer, c'est le divorce. Le divorce relève de la compétence des juges aux affaires familiales. Il peut statuer de 4 manières différentes. Elle est saisie en vertu de ce qu'on appelle une requête par consentement mutuel, une requête pour faute qui comporte à elle seule 2 subdivisions. Il se prononce donc en l'absence, en présence des enfants. C'est-à-dire que dans sa décision, il prend d'abord un certain nombre de mesures provisoires qui concernent les parents et par conséquent les enfants. C'est une étape, ce qu'on appelle l'étape de la non-conciliation, qui devient par la suite définitive lorsque le juge reconvoque de nouveau les parents qui ont sollicité le divorce. À ce moment-là, il prononce le divorce entre les époux, il prononce des mesures définitives entre les parents et, par conséquent, il rend les décisions, les mesures provisoires concernant les enfants, il les rend également définitives. Le pacte civil de solidarité. Alors là, on sort du cadre des unions de droit pour passer à ce qu'on appelle les unions de fait. D'autres modes, en fait, d'autres modes alternatifs de famille, et qui relèvent également de la compétence du juge. Le pacte, c'est le pacte de solidarité active. C'est un contrat qu'on peut parfaitement mettre en place, 2 personnes de sexes différents, et depuis très longtemps aussi en France, de même sexe, ils peuvent effectivement conclure un pacte, ce qui va leur permettre de réguler ou de régler les conséquences de la vie commune qu'ils ont décidé de faire. Il y a aussi le juge aux affaires familiales est compétent en ce qui concerne le concubinage. Le concubinage, c'est une union de fait qui génère des conséquences de droit. C'est-à-dire 2 personnes qui se rencontrent, qui se mettent en couple, qui ont une communauté de vie caractérisée par la continuité et la stabilité. Si jamais ils ont eu des enfants, ils peuvent parfaitement saisir le juge aux affaires familiales qui se prononce sur le sort notamment des enfants, sur le fondement des dispositions légales qui concernent les enfants issus du mariage. Il y a vraiment une égalité de traitement sur ce plan. Donc, si les parents ont un souci, bien évidemment, le juge compétent, comme je l'ai dit, c'est le juge aux affaires familiales. Il y a une autre juridiction qui est concernée par la famille, à savoir le juge des enfants. Le juge des enfants, c'est un juge qui a été créé en 1945, mais il avait une vocation à trancher les litiges
plutôt les problèmes de nature pénale. Mais par la suite, il a vu ses compétences s'étendre pour statuer effectivement sur la dimension civile des problèmes liés aux enfants. J'ai indiqué que c'est un juge original parce qu'il traite à la fois, en fait, il a deux casquettes. Il peut être juge pénal et juge civil. Il intervient lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant est en danger. Il intervient également lorsque les conditions d'éducation de l'enfant sont compromises. C'est vraiment le contenu du texte qui permet au juge des enfants d'intervenir pour mettre fin à une situation qui risque de nuire gravement à l'enfant. Lorsqu'il est saisi concernant un enfant, il peut prononcer un certain nombre de mesures pour accompagner notamment la famille qui se trouve en difficulté. Il peut par exemple décider de mettre en place ce qu'on appelle une aide à la gestion budgétaire pour les familles qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement ou à procéder à une répartition plus équitable du budget familial. Il peut prononcer ce qu'on appelle une assistance éducative, c'est-à-dire un suivi éducatif de l'enfant par des éducateurs, ou il peut également prononcer un placement, ordonner un placement de l'enfant dans un foyer, si jamais, parce qu'en principe, l'enfant doit rester dans son milieu, mais si cette condition n'est pas remplie, le juge, dans ce cas, le juge des enfants peut parfaitement placer l'enfant dans un foyer ou dans un établissement spécialisé si jamais il a des difficultés particulières. Le juge des enfants a une autre casquette, c'est-à-dire qu'il peut effectivement, comme je l'ai dit, il peut protéger l'enfant, mais il peut également sanctionner l'enfant. De son rôle en matière pénale. Il peut mettre en examen et instruire le dossier d'un mineur prévenu, c'est-à-dire tous les mineurs peuvent aujourd'hui commettre des infractions, et on est confronté à ce problème au quotidien, que ce soit à Perpignan ou ailleurs. Les enfants mineurs sont aujourd'hui capables de commettre des infractions, et infractions qui engagent aussi la responsabilité des parents parce qu'ils sont civilement et pénalement responsables. Quand je parle d'une mise en examen, c'est-à-dire qu'il peut parfaitement reprocher à un enfant les faits pour lesquels il est poursuivi. Il peut le placer ce qu'on appelle le régime de la liberté surveillée, c'est-à-dire qu'il aura toujours quelqu'un derrière lui qui va le contrôler, qui ne peut être qu'un éducateur. Il peut ordonner son placement dans un foyer également. Il peut ordonner une mesure de réparation préjudicielle, c'est-à-dire quand l'enfant commet des infractions, le juge peut parfaitement mettre en place une mesure de réparation qui consiste à obliger le mineur à effectuer par exemple un stage de sensibilisation à la citoyenneté ou à participer à des travaux d'embellissement de la vie pour qu'il puisse prendre conscience, pour le responsabiliser, pour qu'il puisse effectivement prendre conscience que la vie en société repose sur les règles qu'il faut respecter. Il peut être placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que en fonction des infractions qui sont reprochées aux mineurs, si ces infractions sont graves, on peut parfaitement placer le mineur sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il est libre, mais il doit respecter un certain nombre d'obligations. On peut également placer le mineur en détention provisoire. La détention provisoire, c'est-à-dire si les faits sont graves, on peut parfaitement l'incarcérer provisoirement le temps de finir le traitement de l'instruction du dossier. Et enfin, le juge des mineurs peut juger en cabinet, c'est-à-dire sans formation collégiale, à savoir, il peut, avec sa greffière ou son greffier, recevoir un mineur mis en examen et le juger en cabinet. Il y a différentes sanctions qu'on peut prononcer qui peuvent aller de l'avertissement jusqu'à... Il y a plusieurs, pas non plus de sanctions à ce niveau-là. Il peut également juger dans le cadre de ce qu'on appelle le tribunal pour enfants, qui est composé d'un président, deux assesseurs, un procureur de la République et un greffier. Ça, c'est la composition complète, mais c'est pour les faits qui sont suffisamment graves. Mais généralement, il est jugé en cabinet.
Le dernier volet, ou la dernière juridiction qui est concernée par la famille ou par le droit de la famille, c'est le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est appelé souvent à trancher des problèmes qui sont en lien avec la famille ou des infractions en lien avec la famille. J'ai indiqué qu'il y a deux préalables que je vais essayer de vous définir. Un premier principe très important en matière pénale, à savoir le principe de la légalité des délais et des peines. C'est-à-dire que personne ne peut être jugé en l'absence d'un texte. Pour que quelqu'un puisse être jugé, il faut absolument que l'infraction soit prévue par un texte. Et puis, quand le juge statue, il se penche sur trois éléments, à savoir l'élément légal qui rejoint le principe que je venais de définir, à savoir le principe de la légalité des délais et des peines. Et puis, il faut qu'il se penche sur l'élément matériel de l'infraction et sur l'élément moral de l'infraction. En matière familiale, il y a plusieurs infractions qui relèvent de la compétence du tribunal correctionnel. J'en ai listé 3. C'est les plus fréquentes. Le premier, c'est le délit de non-représentation d'enfants. Il arrive souvent, quand des parents sont séparés, quand quelqu'un, la maman par exemple, à la gare, le papa a le droit de visiter l'hébergement, il arrive souvent que les enfants soient pris en otage et que quelqu'un des deux parents refuse de rendre ou de remettre l'enfant à celui qui en a le droit. Donc, le code pénal a prévu en fait une infraction qui s'appelle la non-représentation de l'enfant. Celui qui s'estime mère ou père victime de cette infraction, il peut parfaitement saisir le juge, le tribunal correctionnel pour y statuer. Cette infraction repose sur certaines conditions. Il faut d'abord une décision de justice. Il faut préalablement, avant d'aller devant le juge correctionnel, il faut d'abord que le juge aux affaires familiales, il faut qu'il soit déjà saisi, qu'il ait déjà rendu une décision qui a procédé à une répartition des droits entre les parents. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut arriver devant le juge chargé, le juge correctionnel. Les conditions de cette infraction sont les suivantes. L'obligation de représenter l'enfant tel qu'il est fixé par décision judiciaire exécutoire, à savoir la décision du juge des affaires familiales. Il faut que le refus de représenter l'enfant soit intentionnel. Il faut que le parent qui refuse de le remettre soit dans l'impossibilité totale de justifier pourquoi il a procédé ainsi. La deuxième infraction en lien avec la famille est celle de l'abandon de famille. Le problème le plus fréquent en la matière, c'est celui qui est relatif à la pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi et qu'il a rendu sa décision et qu'il a condamné par exemple le papa ou la maman à verser une pension alimentaire, si jamais on ne respecte pas effectivement cette décision, dans la mesure où on n'a pas pu verser à celui qui en a le droit cette pension alimentaire au-delà de 2 mois, et bien à ce moment-là, on peut effectivement saisir le tribunal correctionnel qui peut rendre une décision en ce sens. La troisième infraction concerne le délaissement de mineurs. Le délaissement de mineurs, c'est-à-dire que les parents, ou ceux qui ont l'autorité parentale, pour qu'on puisse effectivement les condamner sur ce terrain-là, il faut qu'ils manquent à des obligations qui sont substantielles et qui sont définies dans les textes. Le fait effectivement de ne pas s'occuper ou de délaisser l'enfant pendant 2 mois est constitutif de cette infraction et passible d'un certain nombre de sanctions. C'est des infractions qui, a priori, peuvent ressembler utopiques, mais la réalité prouve totalement le contraire. Les juridictions françaises sont souvent saisies de ces problèmes en ce qui concerne le délaissement des mineurs, la non-représentation et bien d'autres infractions. Voilà, j'espère que
cet exposé vous a apporté quelques réponses. J'ai essayé effectivement de faire cette répartition de parties pour que vous puissiez en fait avoir une idée sur la place de la famille dans l'ordre juridique et judiciaire. Je vous remercie.